RCF. Vous écoutez La Viticulture en question, l'émission qui vous plonge au cœur de la vigne. Présentée par Hubert Cartel. Chaque semaine, cultivons ensemble l'avenir de nos terroirs. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission La Viticulture en question. Et pour répondre aux questions sur la viticulture, notre invité habituel, expert s'il en est, Bertrand Trépeau, que nos auditeurs connaissent bien, qui est viticulteur et qui est responsable marketing communication chez CDER. Et la question qui nous brûle les lèvres à cette époque de l'année, Bertrand, c'est les expéditions de Champagne. Les expéditions de Champagne dont les chiffres étaient quand même extraordinaires il y a 2 ans, avec pratiquement des chiffres qui nous permettaient de dire qu'on avait vendu 325 millions de bouteilles en 2022. Et là, j'ai entendu cette semaine 270 millions de bouteilles, sans doute en 2024. Ça fait quand même 50 millions de bouteilles en moins, Bertrand. Qu'est-ce qui se passe ? Ça fait 50 millions de bouteilles en moins en 2 ans. Donc, ce chiffre de moins 10% sur l'année 2024, il a été annoncé avec les résultats du mois de novembre. Il nous reste plus qu'un mois, celui qu'on est en train de vivre, le mois de décembre. Mais les jeux sont déjà vraiment plutôt faits et on devrait arriver à ces 270 millions de bouteilles. Ce qui s'est passé, eh bien, une concordance d'événements. D'abord, il y a comment a varié le prix du champagne sur cette période. Est-ce que le champagne est toujours resté aussi accessible ? Est-ce que les opérateurs qui font les intermédiaires entre les producteurs de champagne et les consommateurs, comment ils ont géré leur stock ? Et puis, est-ce que le consommateur a toujours autant envie de champagne ? Voilà les 3 paramètres sur les 2 années dont on parle qui expliquent ces 50 millions de bouteilles. Pour autant, c'est vrai qu'il y a eu la période Covid, il y a eu un rattrapage, les gens ont fait la fête sans doute heureux d'avoir survécu à cette crise sanitaire extraordinaire. On a vu une chute, bien sûr, des ventes importantes pendant la période Covid, un rattrapage. Et donc, peut-être qu'on s'est trompé sur le fait que ça n'était qu'un rattrapage. Peut-être que ça n'a été que du sur-rattrapage et avec du surstockage pour et pourquoi cette erreur d'analyse ? Comment est-ce possible que le prix du raisin a augmenté, que les prix du champagne ont augmenté? J'ai entendu parler en gros qu'on avait pris 15% sur une période de 2 ans. Pourquoi avoir augmenté autant de 15%? En Champagne, on avait le besoin de valoriser, c'était une stratégie de l'appellation, d'aller vers ce qu'on appelle la premiumisation, un développement en valeur, c'est-à-dire augmenter la valeur des vins, parce que les coûts de production ont tendance à progresser. On a beaucoup parlé d'inflation avec la guerre en Ukraine, d'augmentation du coût de l'énergie. Il faut de l'énergie pour faire pousser du raisin et pour produire du champagne. Le verre qui a augmenté, et tout ça mis bout à bout nécessitait de toute façon de passer des hausses. La Champagne a aussi besoin de rémunérer une partie de ses améliorations environnementales, de produire autant avec des produits moins efficaces et avec plus de gestion de l'herbe, plus de passage de tracteurs, etc. C'est un coût supplémentaire, tout ça était à reporter. Donc la filière a dit, on a besoin de passer des hausses substantielles pour maintenir les marges. Ça a plutôt bien marché puisque les hausses de prix ont été passées. Ça a permis dans un premier temps de restaurer des marges. Mais là, visiblement, on a atteint un point d'inflexion et ce prix devient bloquant, entraîne une diminution des achats. Et donc, on se retrouve avec le mauvais côté de cette hausse tarifaire. Certes, on a sauvegardé des marges, mais on est en train de perdre des marchés. En fait, vous êtes en train d'expliquer qu'on a fait une démarche théorique disant en gros que pour sauvegarder les intérêts de tous les maillons de la filière, il fallait passer des augmentations pour faire face aux coûts extérieurs qu'on ne maîtrise pas, notamment l'énergie, et que, ce faisant, augmentant le prix du raisin d'à peu près 15%, il fallait augmenter le prix des bouteilles de 15%. On pourrait schématiser les choses comme ça, de cet ordre-là. Sauf qu'on n'est pas seul au monde, Bertrand. La Champagne n'est pas seule au monde. Il y a des concurrents.
Et quand la Champagne va perdre en 2 ans de temps 50 millions de bouteilles en expédition, on s'aperçoit que nos concurrents, eux, ils les ont gagnés au-delà même de 50 millions de bouteilles. Oui, je rappelle souvent que le Prosecco, qui est probablement notre concurrent le plus connu, alors avant que tout le monde fasse des sauts de cabri sur sa chaise, parce qu'on sait bien que c'est pas la même valorisation qu'un champagne, mais enfin une bouteille de vin, c'est une bouteille de vin, il y a toujours 12 degrés d'alcool dans les deux, et quand on en a bu une, je vous déconseille d'en boire une deuxième supplémentaire. Donc il y a dans un cas comme dans l'autre, hein. Il y a quand même une idée de substitution de consommation. Le Prosecco, il y a 20 ans, c'était 100 millions de bouteilles. L'année dernière, c'était 660 millions de bouteilles. 660 millions de bouteilles. Donc on voit la trajectoire inouïe du Prosecco en volume. Et pendant ce temps-là, la Champagne, elle a ses hauts, ses bas, etc. Et surtout sur les 2 dernières années, les moins 50 millions de bouteilles dont on vient de parler. Tout ça sont des pièces de puzzle. Alors je dis pas que tout explique tout, mais il faut bien essayer quand même de mettre tout en relation. Alors tout commence quand même par le prix du raisin. Oui. Les producteurs italiens, est-ce qu'ils sont malheureux? Ils survivent? Comment sont-ils rémunérés? Comment arrivent-ils à gagner leur vie, les producteurs de raisins du Prosecco? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la structuration de valeur d'un Prosecco est très différente de celle d'un champagne. Le Prosecco, c'est un seul cépage blanc plutôt résistant, souvent vendangé à la machine. Ce sont des vignes très régulièrement à plat. Certes, il y a des crus avec comme Vadlo Biadene ou Conegliano avec des pentes, mais c'est pas le plus commun, loin s'en faut. Et surtout, c'est un vin qui a une fermentation unique qui se déroule en cuve close. On va directement fermenter qu'une seule fois le vin, le mettre en bouteille déjà avec des bulles. Surtout, on peut le vendre quelques mois après la vendange. Il n'y a pas de stock globalement dans le Prosecco. Et le cycle végétatif de la vigne, comment ça se passe? Donc il y a un cépage unique. Le soin à la vigne, je suppose qu'il n'est pas aussi élaboré qu'en Champagne. Oui, cela dit, il faut quand même emmener la vigne jusqu'aux vendanges. Mais ce cépage Glera, c'est un cépage autochtone, résistant, bien adapté, on va dire, du moins à son terroir, et qui arrive à sortir de beaux rendements. Mais je pense que voilà, c'est tout le process dans son ensemble. Il y a la machine à vendanger chez eux. Par exemple, c'est une étape majeure. Je vous parlais de vieillissement, mais il y a aussi la machine à vendanger. Tout ça explique des prix qui sont... Et au niveau protection de la vigne, ils utilisent les mêmes produits qu'en Champagne ou ils ont les mêmes restrictions? Il y a les mêmes restrictions européennes. Maintenant, est-ce qu'ils vont aussi loin dans l'enherbement des vignes, dans les labels environnementaux? Vous savez, la Champagne a quand même comme objectif d'avoir 100% de ses surfaces qui soient labellisées HVE, haute valeur environnementale, ou VDC, viticulture durable en Champagne. Il n'y a rien de tel dans le Prosecco. Moi, j'ai entendu que récemment, il y avait eu l'Assemblée générale de l'AVC, l'Association viticole champenoise, tout à fait, qui est toujours un moment important dans la vie de l'interprofession. Et dans la vie de l'interprofession, j'étais pas présent à cette réunion, mais j'ai cru comprendre qu'on s'était un peu renvoyé les responsabilités. À qui la faute de cette perte de volume expédié? Alors, vous avez raison, il y a je vais pas dire coupable, mais il y a 3 personnes désignées. Le premier désigné à l'AVC, vous y faites référence, ce sont les négociants, en disant le vignoble dit aux négociants, vous avez voulu passer des hausses tarifaires trop importantes, plus importantes que l'augmentation du prix du raisin. Donc en fait, c'était pas forcément pour continuer à répercuter les hausses, l'inflation dont on parlait tout à l'heure, c'est vraiment que vous vouliez gagner plus d'argent, vous avez finalement eu les yeux plus gros que le ventre, et vos augmentations, elles sont trop importantes, et du coup, elles détournent des consommateurs. Voilà, ça c'était le premier coupable désigné, le négoce qui a voulu gagner trop de sous. Donc ça, c'est le vignoble qui dit ça au négoce. C'est le vignoble qui dit ça. D'accord, il les accuse. Voilà. Ensuite, on va avoir le négoce et un peu le vignoble qui accuse les intermédiaires en disant finalement eux ils spéculent, comme ils ont vu qu'on passait des hausses, ils ont voulu remplir un maximum les tuyaux pour se prémunir des hausses à venir et pour essayer d'augmenter leur marge par rapport à un produit qui allait gagner en valorisation. Il y a forcément une part de vrai puisque vous savez c'est ce vaste débat de dire on parle des bouteilles expédiées dans les chiffres officiels et pas des bouteilles consommées. On a du mal à connaître la consommation, ce qu'on voit c'est ce qui quitte les caves et ce qui quitte les caves sans forcément être bu. Et donc il y a des intermédiaires qui jouent sur leur stock, voilà, qui surstockent quand des hausses sont annoncées uniquement pour faire la marge sur
sur tout simplement ce stock qui va être mieux valorisé. Faire de la marge et puis chacun voit midi à sa porte. Les acheteurs se disent chouette. Si jamais il y a une ambiance de champagne en excès, on pourra négocier à la baisse plus tard. Enfin, tout le monde voit sa négociation dans son intérêt propre. Donc ça, c'est les deuxièmes fautifs désignés, ce sont les intermédiaires. Et puis les troisièmes, ce sont les consommateurs. Est-ce que les consommateurs ont eu à cœur de déboucher autant de bouteilles de champagne que les années précédentes? Alors clairement, sur nos principaux marchés, la réponse est non. Visiblement, la grande tension des élections américaines n'a pas été propice aux États-Unis à l'ouverture de bouteilles. En France, on peut pas dire que l'instabilité globale qu'on peut percevoir du fonctionnement du pays ait donné du cœur à l'ouvrage. Les perspectives sur 2025 sont d'ailleurs assez mauvaises économiquement et sont pas de nature à dire à tout le monde fait-on ça. Et puis, eh bien, les concurrents dont on parlait à l'instant, Uber, qui eux prennent la place aussi chez les consommateurs, avec des produits certes différents. C'est pas à moi de parler de qualité, mais certes différents, et en tout cas qui ont un positionnement prix nettement plus agressif. Donc là, j'ai entendu dans les responsables de l'affaire, les négociants, les consommateurs, mais les producteurs de raisins, ils sont pas un peu responsables du prix du raisin ? Si, ils sont un peu responsables, mais vous savez, je les ai rarement vus monter au créneau parce qu'on voulait leur augmenter le prix d'achat de leurs raisins. On peut pas exactement dire que les vignerons soient allés avec le fousseux, comme on disait à l'époque des révoltes vigneronnes, chercher des hausses auprès des négociants. Ils se sont plutôt laissés porter par Oui, ils voient venir. Voilà. Ils voient les négociants venir et quand le négociant leur fait une offre intéressante, ils disent OK. C'est ça. Et en fait, le prix du raisin n'est pas taxé. Le prix du raisin, il résulte de l'offre et de la demande. Tout à fait. Or, l'offre aujourd'hui était plutôt inférieure à la demande, ce qui explique que les prix ont monté. Que va-t-il se passer là ? Eh bien, on va vers un besoin de bouteilles à mettre en cave nettement inférieur. Pour vous donner un ordre de grandeur, cette année, entre les ventes et ce qu'on a vendangé, il y a eu 18 millions de bouteilles en trop. L'an dernier, c'était 30 millions. Donc le négoce demande très clairement à ce qu'à la prochaine vendange, on aille chercher moins de kilos. Alors on parle à l'AVC, ça bruissait sur les tables de rendement et d'une appellation autour de 9000. Nous ne sommes qu'au mois de décembre, la vendange est encore loin. Mais voilà, c'est une base de discussion. Il y a une petite musique, comme on dit dans la profession, qui est en train de s'installer avec ces 9000 kilos. En tout cas, ça mérite de rappeler que le vignoble a produit 21 000 kilos de moyenne en 2023 et on a eu le droit de transformer en champagne que 11 400 kilos. Oui. Que cette année, on avait le droit de transformer en champagne 10 000 kilos et que la nature n'en a donné que 8 000 kilos. Merci la nature d'avoir limité l'augmentation des stocks, n'est-ce pas ? Et l'an prochain, effectivement, puisqu'il y a une sorte de mécanique encore là qui fonctionne, on va ajuster la récolte 2025 dans les vignes à ce qu'on aurait été capable de vendre, même s'il y a un décalage de 3 ou 4 ans. C'est ça. Eh bien voilà, j'espère que nos auditeurs ont tout compris du coup de blues qui arrive sur les expéditions de champagne. Et actuellement, il y a un débat sur la coiffe sur les bouteilles. Eh bien ces chiffres-là décoiffent.